Euh, voilà, merci beaucoup. Du coup, et ben ce chantier, peut-être que pendant que je vais dehors, euh, euh, Antoine, tu peux présenter les Minimax pour que tout le monde soit au Ouais, courant de ce que c'est. ouais, pas de problème. Donc les Minimax, donc c'est les diapositives qu'on voit, donc c'est des murs géothermiques qui font 2,40 m de largeur par 3 mètres de hauteur. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut les mettre dans les deux sens, donc soit en 3 mètres de hauteur, soit en 2,40 m, mais du coup 3 mètres de longueur. C'est vraiment le gros avantage de cette solution. Ils sont plus petits, donc ça veut dire qu'ils sont aussi moins lourds. En général, un minimax, enfin deux minimax correspond à un mur géothermique un peu plus classique, les murs géothermiques qu'on connaissait avant, qui sont toujours disponibles. Mais ça permet d'être plus facile au niveau du transport, plus facile au niveau de la mise en pause, et ça permet aussi d'être un peu plus rapide au niveau du terrassement. Ça, on le verra directement sur le terrain avec Olivier qui est en train justement de le montrer sur sa petite fenêtre. Alors, on va justement essayer de le mettre en grand écran. Ça sera plus facile. Euh, J'y arrive? Ouais, alors je vais juste te mettre en plein écran. Tac, voilà, c'est bon. Les champions d'écran? Ouais, Ok, très bien. Ok, donc les Minimax donc, arrivent sur des palettes qui font 2,40 m par 3 mètres de large et ils ressemblent à ça. Alors, il y a quatre modèles de Minimax. Le cœur de la bête est toujours le même. Il y a toujours une cinquantaine de mètres de tuyaux, enfin 55 exactement, mètres de tuyaux enroulés, alors que le mur géothermique que vous connaissez déjà en 1300, donc c'est bien une demi-puissance, mais avec un enroulement différent. Et on a quatre modèles A, B, C, D. La différence entre ces modèles, c'est la longueur de la rallonge que l'on va mettre pour aller rejoindre la nourrice. Typiquement, on va mettre une nourrice. David, on est en partage d'écran avec vous. D'accord. Euh, donc, il y a un regard, et de chaque côté du regard, on peut mettre quatre minimax à côté et quatre minimax de l'autre côté. Donc, on va commencer à côté du regard par le modèle A, avec la rallonge la plus petite. Et plus on s'éloigne du regard, plus on aura une rallonge plus grande. Alors voilà, donc les murs arrivent empilés. On peut en mettre 16 les uns sur les autres. Et les rallonges sont tenues ensemble par des résans comme ceci. Donc, la première chose à faire quand on arrive sur le chantier, c'est de retirer ces résans qui retiennent les rallonges et pour permettre de véhiculer le mur facilement. Alors, c'est assez facile. Là, jusqu'à présent, sur le chantier, on était deux pour manipuler les murs géothermiques. Donc, c'est quelque chose qui fait à peu près 35 kilos. Et bah, deux, bah, du coup, on peut véhiculer le truc facilement jusqu'à la tranchée. Et pour mettre en tranchée, on a une facilité qui est assez accrue avec ce mur qui est très compact. C'est que on peut avoir une élingue. Alors l'élingue, vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est très simple. On utilise une corde qu'on va mettre sur la longueur ou sur la largeur du mur afin de l'aider à se mettre dans la tranchée. Voilà. Et après de tenir le mur en place contre la tranchée. Donc, on voit ici un pieu avec la corde qui descend, les qui descendent, et le Minimax qui est coincé contre le bord de la tranchée. Si possible, avec les tasseaux en bois contre la paroi. Ici, on est avec un sol en schiste, donc un peu coupant. Donc, du coup, la partie de la paroi en bois va permettre de faire une protection supplémentaire, le temps de faire le remblayage hydraulique. Et ici, on voit les rallonges qui sont dans la pelouse en attente de remblaiement et pour être connecté au collecteur. Déjà un bon discours. Est-ce que vous avez des questions? Tu vois, déjà des questions? Trois discuter, trois. oui, il y a alors, s'ils sont pas en question-réponse, ils sont dans le chat. D'accord, Mais ok. hop, je vais t'afficher ça. Non, c'est bon, il n'y a pas de questions. C'est juste pour qu'ils voient bien justement l'écran. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Alors, une des particularités de ce Minimax par rapport au mur traditionnel, c'est que donc le mur traditionnel fait 1,50 m de haut, 1,80 m de haut. On a un autre qui fait 1,50 m et un autre qui fait 3 mètres de haut, c'est ça? 3 mètres, non, 2,40 m de haut. 2,40 m. Euh,
de 2,40 m, et à chaque fois, on essaye de faire une longueur pour faire 100 mètres de long. Ce qu'on a fait avec ce Minimax, c'est qu'on a fait quelque chose qui peut se mettre soit avec la longueur en verticale, soit la longueur en horizontale. C'est-à-dire que soit le Minimax fait 3 mètres de haut, soit il fait 2,40 m de haut. Si on fait 3 mètres de haut, ça veut dire qu'il faut réussir à faire une tranchée qui fait 4 mètres de profondeur au minimum. Et si on n'arrive pas à faire 4 mètres de profondeur, eh ben, on va mettre plutôt le minimax plutôt en 2,40 m de hauteur pour garder une garde suffisante. Alors, particularité de ce chantier, c'est qu'on était parti avec une pelle ici, c'est une pelle Noston traditionnelle, hein, qui, elle, permet de descendre jusqu'à 5 mètres. On était parti pour faire une tranchée de 4 mètres de profondeur, malheureusement, donc schiste. Et schiste, qui dit schiste, c'est-à-dire à un moment donné, on va peut-être pouvoir trouver des gros pavasses. Et les pavasses, on les a trouvés à peu près à 3,50 m de profondeur. Du coup, on a fait une tranchée de 3,50 m et on a pu mettre les minimax plutôt allongés plutôt qu'en mode vertical. Alors, je vais en vous montrer. Bah non, on a du mal à les voir ici parce que ils sont coincés. Je vais vous montrer d'autres minimax par la suite. Pendant que je me déplace, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais faire un petit peu dans le désordre, mais je crois que vous aviez pas mal de questions dans le passé sur comment on va remplir une tranchée avec des murs géothermiques. Et ben donc, voici une tranchée avec des murs géothermiques. Alors, désolé, on est en Bretagne et on a du soleil. Du coup, c'est pas facile à voir dans la tranchée. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va remblayer la tranchée par couches successives, de telle façon qu'on puisse, on puisse venir noyer le tuyau, la terre avec les tuyaux. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a déjà la terre qui a commencé à faire le tour du tuyau. Et ça, on y arrive quand on rebouche petit à petit avec la terre et que on le noie avec de l'eau. Donc il faut faire des petites bassines, hein. C'est un peu un jeu d'enfant comme sur la plage à marée basse où on va petit à petit remplir ici avec de la terre un peu mouillée et puis on remplit avec de l'eau et du coup ça fait des petits barrages et puis l'eau s'infiltre dans la terre pour bien se compacter. Ici on a eu donc déjà du rebouchage qui a été effectué, donc les engins sont passés dessus et on voit déjà qu'on est pas trop mal au niveau remblayage, le compactage est pas mal. Je mettais encore un petit peu pour laisser le temps aux personnes de poser des questions. Recording in progress. Voilà. Voilà. Donc, alors, je reprends un peu mon cours de l'histoire. Donc, ici, on a quatre murs, quatre piles avec quatre types de minimax, donc A, B, C, D. Et on va vous livrer avec votre chantier un calpinage en disant, bah, sur cette tranchée, on va commencer par le mur de type D, après c'est le C, après c'est le B, après c'est le A. Et ce sera à vous, derrière, de se dire, bon, je vais prendre mon D ou mon A et je vais mettre ça directement dans la tranchée. Alors, on avait vu déjà dans le passé, c'est qu'on pouvait faire des tranchées qui étaient séparées de quelques mètres les unes des autres, ou on peut faire une grande tranchée. Et ben ici, on a un cas où on a choisi de faire deux grandes tranchées, parce qu'en fait, on va mettre 32 millimax, 2 fois 16, pour mettre deux pompes à chaleur pour cette grande bâtisse de Bretagne. Et quand on vient regarder ici la tranchée, donc on voit ici tous les minimax qui sont alignés dans une rangée. Ici, donc il y en a 6 qui sont alignés dans la zone tranchée avant d'avoir la tranchée qui bifurque là-bas au niveau de l'arbre. Et là, on est en attente de remblaiement. Si Olivier, Alors, le remblai. Oui, on a une allez-y. question très intéressante Oui, justement sur le remblai. Est-ce qu'il est oui, très bien. synonyme avec la terre de tranchée? Oui, alors, tout dépend de la terre. Donc, on va avoir des cas, par exemple, si c'est du sable, et ben, du coup, le remblai, ça peut se faire avec du sable très facilement. Si on a de l'argile, on a un cas au nord d'Orléans où le terrassier va amener une dameuse télécommandée, c'est-à-dire les trucs là, qui vibrent pour tasser, pour remettre de l'argile au fond du trou, et avec une télécommande pour éviter de descendre au niveau dans la tranchée. Alors bien sûr, si c'est du schiste, comme on a ici,
Donc, c'est pas possible de remblayer avec ça, sinon, du coup, on va avoir une très mauvaise conductivité et puis on va risquer d'abîmer le tuyau. Là, on a de la chance dans cette région d'avoir un agriculteur qui a besoin de ça pour faire je sais pas quoi, mais il en a besoin. Et de l'autre côté, il a trop de terre végétale. Du coup, on fait du remblai avec de la terre végétale. Alors, je pense que dans chaque région, on va avoir des cas particuliers. On a le sable où c'est facile. On a de la glaise où, en général, les terrassiers ont des plans pour remettre la glaise facilement dans la tranchée. Si c'est du calcaire, bah, si c'est pas des grosses crevasses de calcaire, on peut aussi reboucher avec du calcaire. Si c'est en terre végétale, comme ici, eh ben, on peut reboucher avec de la terre végétale. Mais du coup, c'est un peu un cas particulier à voir avec votre terrassier pour savoir quel type de terre on va trouver et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Bon, par exemple, ici, ben, suivant les endroits, par exemple, il y a une partie de la terre qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, on a encore un petit peu de schiste ici, mais c'est du schiste frayable. Du coup, on va pouvoir remblayer avec, avec cette terre-là pour éviter d'avoir tout à évacuer et puis à remettre en place. Alors, désolé, en principe, le gars qui est dans la cabine savait qu'on avait une vidéo à 13 heures et il est tombé en panne de vapoteuse. Du coup, il a préféré aller chercher la vapoteuse plutôt qu'être sur la vidéo. Voilà. Ça y est, vous avez retrouvé le tuyau qui était tombé en bas? Voilà. Du coup, bah, pendant qu'on est dans les tuyaux, ça fait pas mal de tuyaux parce que du coup, tous les 3 mètres, on a deux tuyaux. Donc ici, on a pu refermer complètement la tranchée parce que c'est le bout de la tranchée. Par contre, quand on va arriver ici, on arrive à cet endroit-là, à peu près au un endroit où on va mettre un regard pour mettre les nourrices. Et du coup, on va avoir à ce niveau-là, on va avoir 8, on va avoir 8, 16 tuyaux qui vont arriver dans le regard à être branchés sur les nourrices. Donc, prévoyez un regard un peu confortable, de type 1 mètre par 1 mètre, de telle façon que vous puissiez mettre votre nourrice dans le regard sans avoir à être très contraint par l'espace et prévoyez de fermer le regard une fois que les nourrices sont en place. Pendant que je suis aussi ici, donc les, les murs sont livrés, si pour du chauffage, sont livrés directement avec du glycol. Le glycol chez vous, si vous en avez, mais on vous livre le glycol directement dans les tuyaux avec et sous pression. Donc ici, on a une vanne d'arrêt. En principe, on n'y touche pas tant qu'on ne va pas le brancher à la nourrice. Et ici, on a un raccord directement pour venir insérer un manomètre pour voir ici si on a encore de glycol. Alors, en principe, on met à 6 bars. Si vous avez encore 4 bars, 3 bars, c'est pas très grave. Ça veut dire que vous avez encore de la pression ou vous n'avez pas de fuite. Du coup, ça permet de dire si c'est en route de l'installation. Alors, je vois que je me suis un peu écarté du Wi-Fi. Vous m'entendez encore? Oui, 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 ça a un petit peu, ça a un petit peu bugué, mais on D'accord? capte encore. Ouais. Très bien. Du coup, je reviens par ici. On a vu qu'on a été plein avec du glycol et on va aller voir les nourrices. C'est un point important aussi. Donc, les Minimax, on va les regrouper sur une nourrice de 4 voies. Pourquoi 4 voies? Parce que du coup, dans la géothermie, il faut aussi pas mal de débit. Donc, on va utiliser les mêmes types de collecteurs qu'on utilise pour les planchers chauffants. Voilà, 4 voies. C'est livré avec des trucs pour attacher enfin des supports pour l'attacher au mur. Mais honnêtement, quand c'est dans le regard, il faut mieux le laisser libre de telle façon que vous puissiez mettre en place vos tuyaux facilement. Et du coup, bah, les rallonges qu'on vous livre sont un peu, en général, un peu trop grandes. Donc, un des travaux que vous aurez à faire, c'est quand vous serez dans le regard pour mettre votre nourrice, eh ben, il faudra couper les tuyaux à la bonne longueur, de telle façon que vous ayez vraiment des tuyaux coupés vraiment au millimètre près, de telle façon que s'ils sont vraiment à la même hauteur, et vous pourrez récupérer vos raccords. Donc, ce raccord ici se démonte jusqu'ici, et ça va directement aller sur votre nourrice. Donc, vous dévissez ici, vous retirez votre raccord, vous coupez votre tuyau à la bonne longueur en faisant attention que
le glycol dans le tuyau ne fasse pas des bulles. Vous mettez votre nouveau raccord, vous vissez sur la nourrice, et après, il n'y a plus qu'à brancher sur le tuyau qui va à la chaufferie. Des questions? Non, pas de questions? Non, je vois pas de questions D'accord. supplémentaires dans les commentaires ou dans la partie. Alors, Et après, on passe au comment, tuyau. Pardon, Olivier, excuse-moi. on a une question, comment couper le tuyau s'il est sous pression? Alors, très bien. Donc, c'est du cibar, mais c'est du statique. Du coup, en fait, quand vous avez coupé votre tuyau, si vous n'aurez pas la vanne, ça va faire un petit pchit, mais c'est pas, ça sera moins pchiteux qu'une bouteille de Perrier, quoi. Ça va pas vous faire un geyser parce que le tuyau, quand même, n'est pas quelque chose qui soit euh, ça va pas trop se dilater. Du coup, la pression est statique, mais du coup, c'est pas une baudruche. Autre solution que vous pouvez faire, c'est avant d'ouvrir, de couper votre tuyau, vous ouvrez cette vanne papillon qui est ici, et ça va libérer complètement la pression. Et on a une autre question. Peut-on mixer l'installation verticale et horizontale des Minimax? Oui, tu peux répondre, Antoine? Oui, c'est possible, oui. L'installation verticale, donc on est avec des Minimax, et en horizontal, ça serait possible. Après, il faut correctement le dimensionner pour que ça puisse répondre aux deux besoins. L'avantage du vertical, même en Minimax, c'est qu'on peut faire du rafraîchissement assez performant l'été, donc on est moins soumis aux températures extérieures, contrairement à l'horizontal. Mais en effet, oui, c'est possible de combiner les deux solutions. Voilà. Alors, il est certainement préférable d'avoir deux réseaux distincts pour aller jusqu'à la pompe à chaleur, jusqu'à la chaufferie, parce qu'on a des risques d'avoir des pertes de charge différentes dans les tuyaux. Nos tuyaux maintenant font 50 mètres de long, en diamètre 25, donc avec très peu de charge de charge. Les murs verticaux, enfin les sondes verticales sont en diamètre 32, mais si on descend à 100 mètres de profondeur, ça fait un U, donc le tuyau aura 200 mètres de longueur pour un diamètre 32. Donc on risque d'avoir des pertes de charge différentes. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir effectivement une nourrice, enfin un T qui part de la chaufferie avec des circuits un peu différents de telle façon que vous puissiez régler d'ailleurs, s'il y a besoin, avec des vannes pour régler pour régler ces problèmes de perte de charge qu'il peut y avoir dans les différents tuyaux. Ok, il y a il y a une petite précision sur la question, c'est que la personne voulait installer les murs en 2,40 m par 3 mètres, Oui? mais aussi dans une autre partie de son terrain en 3 mètres par 2,40. Ah oui, bah, très bien. Pas de problème. C'est fait pour ça. Ici, on a regardé d'ailleurs pour optimiser la longueur des tranchées, de savoir mur par mur si on le mettait vertical ou horizontal. Pour gagner des mètres linéaires. C'est sûr que faire les mètres verticales avec 3 mètres de haut va faire moins de tranchées que si on fait des tranchées avec les murs en horizontal. Tout à fait. Alors, je reviens là sur la partie sonde verticale. Du coup, un truc intéressant avec les murs Minimax, si on peut les mettre en vertical, c'est-à-dire avec une largeur de tranchée de 2,40 m, c'est sa mixité justement avec les sondes verticales sur des mêmes carreaux de 10 mètres par 10 mètres. On sait que les sondes verticales s'installent tous les 10 mètres. Donc, du coup, il faut 10 mètres par 10 mètres pour une sonde verticale. Si vous allez en deçà, vous risquez d'avoir des problèmes de performance de votre sonde verticale. Donc, sur cette carreau de 10 mètres par 10 mètres, admettons qu'on met la sonde verticale au centre de ce 10 mètres par 10 mètres. On peut de chaque côté rajouter aussi des murs géothermiques, des Minimax, à hauteur de, Marois, c'est combien? C'est 6 ou 8? De hauteur 6. Non, on a les murs Minimax, les Minimax dans un carreau de 10 par 10. Les Ah oui, 8 minimax, pardon. 8 Minimax, hein, c'est ça? ouais, Donc, on fait une 4 murs tranchée. de 8 mètres de longueur ou bien Oui, l'équivalent de 8 murs minimax de voilà. longueur 3 mètres. Du coup, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant de plus en plus sur les copros, pour lequel on a des problèmes de terrain, de foncier. Les sondes verticales, c'est passé. Les murs géothermiques, encore moins. Les deux combinés, ça commence à devenir intéressant au niveau foncier et on peut même y ajouter du solaire. Voilà.
Il y a d'autres questions pendant que je continue? Avant que je continue? Pas pour l'instant. D'accord. Alors, J'hésiterai pas à revenir. le point suivant, ce sont les liaisons entre les nourrices et la chaufferie. Donc, pensez bien que plus votre tuyau sera long, plus il faudra augmenter sa section pour éviter les pertes de charge, et plus vous aurez besoin de débit, parce qu'un minimax fait 3-4 litres par minute, il faut aussi avoir la section qui va bien pour la bonne longueur et le bon débit. Alors, sur ce chantier, on va faire un truc un peu nouveau, parce que le PAEHD est un peu rigide. Donc, on va utiliser du tuyau PVC souple, anti-craquelure et anti-termite. Donc, c'est le tuyau que vous voyez en général pour faire toute l'alimentation des piscines. Sauf qu'ici, on a pris le grade le plus sévère, anti-craquelure, ce qui permet en fait d'avoir un tuyau qui doit tenir le coup pendant 50 ans. Et ça va permettre d'avoir une section quand même intéressante à l'intérieur de 40 mm. Une bonne section pour avoir un bon débit. Et on va faire, et du coup, vu qu'il est souple, il peut se passer un peu n'importe où. Et on va faire toute la liaison entre les différentes nourrices et la pompe à chaleur avec ça. Alors, bien sûr, ce sont des raccords à coller. Donc, il faut prendre la colle qui va bien, la colle bleue, pas la colle jaune. Mais du coup, ça permet pour un prix équivalent, le PhD n'est pas moins cher que le tuyau PVC. Par contre, le tuyau PVC est beaucoup plus facile à poser. Et puis les raccords sont à coller. Les raccords sont un peu moins chers que celui du PhD. Mais du coup, ça se fait beaucoup plus rapidement. Quand on prend une scie, on coupe, on débavure, et on colle. Et en plus, on peut le trouver là, ici, j'ai trouvé en longueur de 50 mètres. Du coup, ça permet de faire des sections sans soudure, sans collage, entre deux regards de nourrice. Je m'arrête là. Question? Non. On va Non, voir si. tu veux peut-être développer un petit peu sur le PEHDRC aussi, au lieu du PVC? Oui, très bien. Donc, alors, les Minimax sont en PEHD, ce qu'on appelle RC, donc anti-craquelure. En général, d'ailleurs, il y a marqué en plus sur le tuyau géothermie. Ce sont des tuyaux qui ont une durée de vie au moins de 50 ans. Ont une fabrication un peu spéciale, ce qui leur permet, dès lors que le terrain peut bouger un petit peu, de résister à ces mouvements de terrain, d'où le nom de anti-craquelure, donc RC. Donc, c'est pas du PEHD sans tout court, c'est du PEHD sans. RT, ouais, c'est résistance à la RC. craquelure, ce qui permet Ouais, exactement. de rester Voilà, dans la terre avec une plus grande durée de vie. voilà. Et dans le PVC souple comme celui-ci, il existe aussi plusieurs variantes. Le moins cher, qui est un truc normal, et la version RC, qui est anti-craquelure, qui permet aussi d'avoir une durée de vie allongée et de pouvoir, de pouvoir subir des aléas de terrain sans se casser. Voilà. Euh, Messieurs, est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir la machine qui tourne un petit peu pour la vidéo? C'est bien les chantiers, hein, voilà, la vidéo se sert à faire travailler les entrepreneurs. C'est bien. Voilà. On va côté chaufferie, un petit peu. Ouais, un petit peu voir les pompes à chaleur. Oui. Donc après les murs, donc on les raccorde à la nourrice. On met Oui. le tuyau justement entre chaque nourrice et jusqu'à la chaufferie. Donc la chaufferie composée avec les circulateurs, les éléments et forcément la pompe à chaleur. Alors je sais pas si Alors, dans ce projet, donc, il y a une tranchée qui va être faite ici. Donc, elle ne sera pas faite cette semaine parce que vu qu'il y a des gros arbres, des gros arbres, avec des grosses racines, et qu'il y a un épandage à côté, il faut être un peu fin. Du coup, il y aura une mini pelle d'automne qui va passer pour faire une tranchée de 1 mètre de profondeur, qui va faire le tour de cet arbuste, qui va aller là et qui va arriver ici pour mettre une pompe à chaleur ici, en remplacement de ça. Voilà. Du coup, on aura ici pour initialement deux pompes à chaleur 290. Et après, il n'y en aura plus qu'une et l'autre pompe à chaleur partira de l'autre côté de la maison. C'est une maison, c'est une longère de Bretagne, donc avec des tuyaux un peu longs pour aller d'un radiateur ou l'autre. Voilà.
Donc, la pompe à chaleur, une des deux pompes à chaleur qui sont installées, c'est une Geo Extreme R290. Donc, on vous a tellement beaucoup parlé du R32. La seule différence externe que vous pourrez voir avec celle qui fait du R32, c'est qu'en R32, la pompe à chaleur est dans la maison. Du coup, ici, il y a un panneau de contrôle et les sorties hydrauliques sont par-dessus. Vu qu'on est extérieur, donc le système doit être étanche. Du coup, on a une rallonge euh, pour mettre le contrôleur dans la maison et les circuits hydrauliques se font par derrière. Et pour éviter un anti-pirate, les sorties ici, enfin les entrées pour l'eau et pour le glycol, il y a possibilité de rajouter aussi ici un cache vissé de façon qu'un système anti-pirate que quelqu'un évite de venir pour ouvrir les vannes de façon inopinée. Donc voilà pour la partie pompe à chaleur. Ici, on s'est fait livrer aussi des ballons, donc 300 litres pour l'eau chaude et un ballon de mélange derrière 200 litres pour assurer un fonctionnement avec les thermostats. On parle un petit peu des performances thermiques du bâtiment, etc. Ouais. Voilà. Euh, je te laisse retourner dans le. Je regarde s'il y avait des questions. Ouais, alors il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, je reviens maintenant sur la pelleteuse parce que du coup, la pelleteuse fonctionne un petit peu. Du coup, pour faire ces travaux, c'est donc une machine 9 tonnes. C'est bien une 9 tonnes la machine, hein? Et elle va à quelle profondeur? À 5 mètres, peut faire 5 mètres. D'accord, ok. Et là, on creuse à combien? Là, on est à 360. 360? D'accord, très bien. Ok, très bien. Donc là, c'est l'avantage avec cette machine à 9 tonnes, c'est qu'on a un godet qui fait une largeur de 40 centimètres. Alors que si on est plus puissant, on aura un godet qui fera 60. On va compter pas mal la quantité de terre qu'on va évacuer. Donc là, vous voyez, malgré que ce soit du schiste, on a quand même une bonne conductivité au niveau du godet. Alors, je dis qu'on a une bonne productivité du godet, mais en fait, c'est assez nul parce que on est obligé d'évacuer tout ça pour remettre autre chose que du schiste. Si vous avez une bonne terre, par exemple du sable, vu que le mur géothermique Minimax est très peu large, il fait 2,40 m de large si vous mettez en 3 mètres de hauteur, et dans ce cas, la longueur du bras permet de pouvoir reboucher le Minimax précédent directement avec la terre du Minimax suivant. Chose qu'on ne peut pas faire ici parce que le schiste ne peut pas être utilisé en rebouchage. Mais pensez que si vous avez une bonne terre qui peut servir à faire du rebouchage, le Minimax permet de faire du rebouchage directement d'un Minimax sur l'autre, de cette façon d'avoir un chantier qui soit très compact, moins dangereux et plus rapide parce que du coup, plutôt que de faire des allers-retours comme ça de bras pour aller derrière, attendre l'agriculteur qui vient avec sa remorque et remettre d'autres terres, vous comprenez que dans ces cas-là, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir reboucher directement. Voilà, mais toujours avec des godets quand même, avec une taille importante, et du coup qui permet d'avancer rapidement. Des questions? Non, toujours pas de questions à l'horizon. Je pense que tout est D'accord. clair. Alors peut-être un petit quelque chose sur les performances thermiques du bâtiment. Donc là, on est sur une longère typique de la Bretagne. Avec une pelouse qui est bien verte. Cette maison, en fait, actuellement a deux systèmes de chauffage. Une pompe à chaleur RO, haute température, qui a été installée par un RGE, mais du coup, très mal installée parce que du coup, on a exactement 5 centimètres entre l'arrière de la machine et le mur. Donc, on comprend que comme ça, la machine givre dès qu'il fait un peu froid et on n'a jamais les 16 kilowatts demandés par la machine parce qu'elle est mal installée. Deuxièmement, on a donc du chauffage à l'eau chaude avec toute cette partie de la maison qui est chauffée avec du plancher chauffant.
traditionnels. Et bah oui, c'est dommage pour nous. Et ici, on a plutôt des radiateurs dits haute température. Avant de mettre la pompe à chaleur, on avait une chaudière qui était là-dedans, qui était une haute température avec alimentation 65 degrés vers les radiateurs. Le problème qu'on s'est trouvé à avoir sur cette maison, c'est qu'ils ont mis une pompe à chaleur haute température, mais qui dépasse pas les 58 degrés, puisque c'est du RT 410. Vu que les tuyaux passent dans la dalle, donc tous les tuyaux qui sortent de la pompe à chaleur passent dans la dalle, dans la dalle, remontent dans les chambres. Tout ça, c'est pas isolé. Si on a une sortie à 60 degrés de la pompe à chaleur, on arrive à 50 degrés déjà dans les radiateurs. Radiateur qui a été prévu pour 65 degrés, du coup, pompe à chaleur toute seule. On n'a jamais réussi à dépasser dans cette maison 16 degrés. Du coup, il y a un chauffage d'appoint qui est en fait la principale consommation de cette maison, qui sont deux cheminées, une cheminée ouverte et une cheminée avec un insert qui est deux fois trop dimensionné parce que ça fait 16 kilowatts dans une pièce où il y a besoin de 4 kilowatts. Du coup, il a fallu un peu revoir toutes les PE. C'était pas très facile à faire pour essayer de comprendre quel est vraiment le besoin de chauffage de cette maison. Parce que le DPE qui était donné par l'expert disait bah, mettez une VMC et changez les fenêtres. Mais du coup, on s'aperçoit que si on met vraiment une pompe à chaleur bien réglée, basse température, et ben on peut passer d'une lettre D à une lettre B sans avoir à changer les fenêtres. Alors elles seront changées parce qu'elles ont vécu ces fenêtres double vitrage, mais ce ne sera pas le gain principal qu'on va attendre. Alors peut-être que ou alors je fais ça sur mon écran, non, pour l'étude thermique, Ouais, le DP, tu peux le montrer? ouais, je peux le partager, enfin, Oui, ça devant ton écran, je peux le, hop. Donc là, voilà, on est sur la première diapositive. Et Olivier, je sais pas si tu vois correctement. oui, je vais très bien, oui, tout à fait. Ok. Donc voilà le DPE initialement, là, il y a marqué C, mais c'est un DPE qui a maintenant 2 ans. Et vous savez peut-être qu'il y a 2 ans, il y a eu la notation qui a changé de sévérité. Donc le 179 kWh par mètre carré par an n'est plus C, mais D. Voilà. Et du coup, voilà les consommations de la maison en bois, en électrique, donc principalement ici la pompe à chaleur RO, que vous avez vu tout à l'heure. Deux chauffe-eau électriques, hein, qui consomment 3000 et quelques kilowattheures d'énergie finale, l'éclairage, et puis derrière les ustensiles de cuisine tels que le four, etc. Tout ça, ça nous donne 179 kWh par mètre carré par an. Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'au niveau du bois, vous voyez qu'il est la principale consommation, un foyer ouvert, donc la productivité d'un foyer ouvert, on sait que c'est 25 à 30%, et un foyer fermé qui est de l'ordre de 16 kW pour un besoin maxi de 4 kW quand il fait moins 10 dehors. Du coup, tout ça donne une certaine surconsommation de bois qu'on a estimé pratiquement à 40% par rapport à ça. Donc, si on arrive à avoir une pompe à chaleur qui fonctionne à 20 degrés dans les pièces et qu'on n'a pas besoin du bois, eh ben déjà, on va faire une économie sur cette poste-là de 40%. Après, sur la partie pompe à chaleur, et ben maintenant les pompes à chaleur modernes c'est bien parce qu'elles nous donnent un peu le COP et on s'est aperçu que et ben le COP de cette pompe à chaleur, vu toutes les difficultés qu'il y avait enfin, de mise en place qui n'étaient pas terribles, les tuyaux qui sont pas isolés, etc. On a un COP qui est de l'ordre de 2 à 2,5. Du coup, on s'est dit, ben, si on passe à la basse température avec une machine qui va mieux, on doit pouvoir monter le COP de façon intéressante. Voilà. Et bon, voilà, le chaud sanitaire, je dirais, c'est pas évident qu'une fois qu'on a une pompe à chaleur, c'est idiot d'avoir une pompe à chaleur et puis à côté d'avoir un chauffe-eau électrique. Or, c'est ce qu'on a actuellement ici. On a une pompe à chaleur et à côté un chauffe-eau électrique. Du coup, il faut virer le chauffe-eau électrique pour mettre un chauffe-eau qui va avec la pompe à chaleur. In fine, si tu vas à la dernière page, on vous passera les calculs si vous voulez. Bon, ça, c'était les repos du DPE, enfin, du gars qui a fait le DPE. En gros, il faut mettre Une VMC. une VMC et après, vous changez les fenêtres. Voilà, bon, ça permet de passer de 179 à 140 et puis, bien sûr, passer et puis, bien sûr, changer en chose sanitaire. Voilà, si tu peux complètement aller à la dernière page, s'il te plaît. Voilà, in fine, pour cette maison, ce qu'on pense arriver à faire,
uniquement avec mettant la géothermie et puis bien sûr en lisant les tuyaux différemment, en travaillant la basse température et tout ça, on devrait passer de 37 000 kWh d'énergie primaire à 14 000. Ce qui nous fait passer à 110 kWh par mètre carré par an, ce qui nous fait une lettre B. Alors, pour le faire ça, donc bien sûr, vous me dites, oui, d'accord, actuellement c'est haute température, et vous allez à la basse température. Donc, comment vous êtes sûr que ça va fonctionner? Eh bien, on a fait un truc un peu intermédiaire, qui est euh, on a viré les radiateurs haute température des pièces à vivre, et on a mis des radiateurs qu'on appelle dynamiques, ou des ventiloconvecteurs, qui nous a permis de régler la pompe à chaleur à 45 degrés, donc c'est déjà beaucoup mieux que 55, et d'obtenir 20 degrés dans les pièces plutôt que 16 degrés. Donc on sait qu'avec déjà des améliorations, déjà en baissant la température de la PAC, on arrive à augmenter enfin, le rendement. Alors c'est pas le rendement, mais le rendu dans les pièces. Par contre, le COP ne bouge pas, on est toujours tanké à 2 à 2,5. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à se dire que c'est comme ça qu'avec la géothermie, on va pouvoir arriver à faire quelque chose de mieux. Tu peux nous faire une étude géothermique, Antoine? Oui, bien sûr, Je sais pas si tout le monde a déjà vu comment on faisait l'étude géothermique. Donc, on va vous le montrer en direct. en direct. Donc, je vais donner les caractéristiques. Oui, bien sûr. Alors, je vais mettre sur la page. Hop, étude géothermique. Alors, j'ai juste la recharger parce que du coup, hop, j'étais avec une autre étude. Hop, et je vais partager mon écran. Hop, et Voilà. Alors, les caractéristiques. Donc, on est dans un village qui s'appelle Grand Champ. Donc, grand comme grand, tiret champ comme un champ. Dans 56. Voilà. Donc, on est en dessous de 400 mètres d'altitude. Le G, à peu près. Donc, la performance du bâtiment, plutôt à 0,9. La surface habitable, 220 mètres carrés. Hauteur du plafond de 2,60 mètres. 60. Le nombre de pieds occupants 4. Et on fait de la production d'eau sanitaire. On fait pas encore de cooling parce qu'on n'a pas tu calcules la puissance. Tu trouves combien là? on est à 9,43. Voilà. Alors là, c'était le premier grand choc qu'on a eu avec cette maison, c'est que d'un côté, le propriétaire dit, j'ai une pompe à chaleur, 16 kilowatts, c'est pas suffisant, je me chauffe au bois pour moitié. Ah, maintenant, si on prend les choses comme il faut, on trouve une consommation, une puissance de pompe à chaleur de 9 kilowatts, et a priori, ça va être super. Donc là, du coup, c'est pas très concevable, c'est pas audible par notre client. Du coup, c'est pour ça qu'on va mettre deux pompes à chaleur parce que du coup, l'écart est tellement important que, eh ben, c'est pas crédible de présenter un écart aussi violent. Donc, c'est pour ça qu'on mettra deux pompes à chaleur. Mais on va quand même faire le calcul jusqu'au bout. Tu peux descendre, s'il te plaît, pour mettre tes pompes à chaleur. Écoute, tu mets deux pompes à chaleur de 10 kilowatts, donc 20 kilowatts, avec le débit de 5 mètres cubes par heure, enfin tout ce qui va bien pour faire du 20 kilowatts. Mur géothermique. Ouais, tu peux mettre du schiste en fait, du coup. Ouais, tu es en schiste. Alors, j'ai le schiste, Mika D'accord, schiste. c'est très bien, impeccable. Et après, on calcule. Voilà, et du coup, on note à on note à combien? 11 G au mur. 11 jours au mur pour une consommation de 17 000 kilowatts, c'est ça? En C'est ça. chauffage. 17 Voilà, 250 uniquement pour le chauffage et 3 650 pour le jeu de sanitaire. très bien. Du coup, c'est à peu près les chiffres que vous avez vus tout à l'heure avec le DPE. Si on améliore effectivement le COP et tout ça, enfin non, c'est pas le COP n'a pas d'importance. Si on améliore la performance du bâtiment au niveau du chauffage bois, etc., c'est à peu près les consommations qu'on a vues sur le DPE final qu'on veut avoir. Donc c'est bien ça. Il nous faut 11 murs géothermiques. Du coup, il nous faudrait en tout 22 minimax. Tout à Et fait. j'avoue que là, on va en mettre 36. Du coup, on devrait être tranquille pour que ce client soit content. Mais On- on voulait vous toucher un peu du doigt un peu les limites de l'exercice DPE.
Et puis, comment on peut prendre un bon rationnel pour avoir une bonne installation. Dernier point, je sais pas, j'essaie si j'ai pu, tu peux m'en donner l'écran, s'il te plaît? Hop, c'est bon. Vu que cette maison sera certainement aussi aura certainement une piscine et qu'on savait pas trop où on allait au niveau des PE, on a fait livrer ici 12 panneaux solaires. Alors là, c'est des panneaux solaires qui sont là-dedans, ils sont pas encore dépalés, voilà, qui sont là. Donc là-dedans, vous voyez la palette fait comme ça, il y en a 12. Donc ça fait 12 mètres carrés de panneaux solaires qui ont des très bons rendements, qui vont permettre de booster aussi le rendement de géothermie et de chauffer la piscine couverte. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fini tout ce que je voulais dire. Ouais. Je regarde s'il y a des questions. Je vois pas de questions pour l'instant. S'il y en a qui ont des questions, surtout ne pas hésiter pour qu'on puisse y répondre. Pendant ce temps-là, je vais retourner voir où on est là. Hop là. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un terrassier, il y a ce qu'on appelle en anglais le spotter, le gars qui regarde ce qui se passe et qui permet de... Alors, quel est l'écart à respecter? Alors, les mini-murs, on peut les mettre les uns à la suite des autres, hein. Alors, je vais mettre dans un endroit qui est ombragé, comme ça on verra mieux. Yop, yop, yop. Donc là, on a confiance, c'est du GIF, ça. Du coup, on regarde ici. On a le mini-mur de gauche qui est ici. Alors, je vais mettre, attendez, ça, voilà, comme ça. Et juste là, à cet endroit-là, on voit ici une rupture dans le bois. Donc là, ici, on a le minimax de gauche et on a le minimax de droite. Et qui est bien plaqué contre le mur de la tranchée avec les lingues ici. Du coup, dans une même tranchée, on les met à la queue leu. Maintenant, entre deux tranchées, vu qu'on va augmenter le nombre de mètres carrés de tuyaux par tranchée, je préfère que pour le moment, on puisse escarter les tranchées de 5 mètres à la place de 4 4 mètres. mètres, 4 mètres avec des murs un peu plus classiques. Euh, Alors, du coup, ça permet quand même, donc au niveau tranché, si pouvez mettre les minimax verticalement, donc sans longueur, donc contre 1 mètre, par rapport au mur géothermique traditionnel, ça vous permet de raccourcir votre tranchée de 40%. 40%. Par contre, du coup, le problème que l'on a, c'est qu'on doit respecter un certain nombre de critères de mètres cubes de terre autour du mur géothermique pour, sur 1 an et sur 10 ans même par la suite, avoir une productivité de la terre qui va pas se dégrader. Du coup, on peut pas non plus mettre des murs géothermiques tous les 50 centimètres. Du coup, on passe d'un pas de 4 mètres entre tranchées à 5 mètres, ce qui nous permet d'avoir un taux d'occupation en équivalent mur géothermique traditionnel, qui avant occupait 33 mètres, 30 mètres carrés de terrain, à maintenant 25 mètres. Du coup, 25 mètres carrés. Donc, on gagne 40%, jusqu'à 40% de longueur de tranchée, et on gagne 25% de surface de terrain. c'est ça, tout à fait. Il y a une question justement sur la valeur du 0,9 qu'on a mis en G, donc qui est des Oui, watts par mètre carré par Kelvin. oui. Il nous demande comment peut-on avoir une entreprise qui donne les détails du calcul. Alors là, il y a pour le détail des calculs, il faut passer par donc du coup à ce moment-là non pas un auditeur, mais une entreprise spécialisée dans les diagnostics énergétiques qui ont les logiciels qui vont bien pour calculer les déperditions du bâtiment. On a le cas actuellement avec les copropriétés. On a des diagnostiqueurs qui disent oui, votre truc, vous faites ci, vous faites ça, et puis ça va être bon. Du coup, quand on arrive devant le fonds chaleur de l'ADEME, les gars vous disent oui, votre truc, c'est bien, mais ça vaut pas grand-chose. Il faut passer par un diagnostic énergétique. Et diagnostic énergétique, Marois, c'est quelle qualification pour le truc, par exemple, pour le fonds chaleur? C'est Oui, du 23, c'est ça? c'est ça, des bureaux d'études certifiés, code 2013 ou 1007. Voilà.
Alors ces gens-là, donc on les trouve sur le catalogue des gens certifiés au PQBI. Alors Mhm, c'est difficile à dire, hein, ça y est, j'ai réussi à le dire pour la première fois. Au PQBI. mhm. Donc c'est le Ouais. site sur lequel sont répertoriés tous les bureaux d'études de calcul, donc ce qu'on appelle les BET, avec des différentes compétences. Chaque compétence est payante, donc du coup il y en a une cinquantaine différentes. Du coup ça fait plus cher pour les avoir. Et du coup, ce que tu disais, Marois, donc il faut chercher dans le site au QPBI. En haut, il y a l'annuaire donc de ces gens-là, et vous pouvez rentrer donc sa qualification. Et du coup, derrière, vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui sait faire ça pour vous. Et vous avez les calculs qui va bien. Marois, redis la qualification qu'il faut avoir. 20-13, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 23. C'est plutôt pour les gros projets, pour un besoin ENR supérieur à 25 mégawattheures par an. Donc, dans ce cas, il y a des aides auprès de l'ADEME pour subventionner justement ces études qui peuvent monter jusqu'à 75%. Donc, il faut juste des bureaux d'études certifiés 2013 ou 1007. Voilà. Alors, sinon, ce qu'on a fait pour ce bâtiment, et d'ailleurs, le Yalu Seeker, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a repris la consommation. Il a repris la consommation du bâtiment des années précédentes. Alors, du coup, c'est un peu, c'est pas forcément le bon truc parce que dans un bâtiment de 220 mètres carrés, il y avait une seule personne qui habitait. Du coup, ça fausse un peu les données. Mais en fait, ce que le gars a pris, c'est quand même à chaque fois tiens, je crois qu'il va revenir maintenant reboucher une tranchée là, non? Ça a l'air. Donc, en fait, il a pris les factures EDF hein, pour savoir ce qu'il allait faire. C'est en Et du reprenant les coup, c'est pour ça consommations de que l'année là-dessus, on dernière a... ou des années précédentes, on peut Voilà. arriver à fournir justement le bon nombre de calories s'il n'y a pas de modification sur le bâtiment. Mais c'est un vrai problème, hein, parce qu'en principe, les Yahoo doivent effectivement faire des calculs qui leur permettent d'avoir tout ça, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Hein. Et puis, vous avez vu, en plus, les recommandations, bah, mettez une BMC en première recommandation, alors qu'on a un foyer ouvert dans la... Donc, c'est à vous aussi d'être un peu smart par rapport à vos connaissances, d'essayer un peu de challenger ce qu'on vous raconte par rapport à ça, quoi. Alors, il y a d'autres trucs que vous pouvez faire en réfléchissant. Merci de poser la question, mais du coup, ça me permet un peu de réfléchir à voix haute. On sait, par rapport à un type d'isolant que vous voulez mettre, on sait quelle performance vous allez avoir. Alors, le truc typique, par exemple, si vous mettez les fameux 40 et 14 centimètres de laine de verre vendus par Saint-Gobain, alors on peut aimer ou pas la laine de verre, mais c'est une référence au moins au niveau épaisseur. Donc, on sait que 14 centimètres de laine de verre avec un double vitrage, bien sûr avec des combles qui sont isolés avec bois de cellulose ou équivalent, on obtient une coque qui est de type RT 2012. Et quand on est RT 2012, ce fameux G que vous avez vu, il vaut à peu près 0,65, 70 en fonction de la région. Ah, c'est ça, Marois? Tout C'est à fait. ça, Oui. ouais. Voilà. Après, on peut dire, bah, si l'isolant n'est pas de 0,4, pas de 4 cm, mais la moitié, bah, ça veut dire que votre déperdition va être double au niveau des murs. Et du coup, on essaie de trouver une cote mal taillée pour savoir, en fait, par rapport à ce qu'on pourrait obtenir en RT 2012 avec un G de 0,7, ce que ça donne. Bah, si par exemple, on trouvait 10 000 kWh en RT 2012, on s'est dit, bah, ça peut faire 20 000. Et du coup, ben, on essaie de retrouver le G à l'envers. C'est-à-dire, on regarde on fait des calculs et puis, par itération, on retrouve le bon G. C'est ça. Et du coup, il y a un complément de question. Alors, mais est-ce que les ponts thermiques, donc difficiles à chiffrer en rénovation, ne rendent pas les calculs d'isolation trop approximatifs? Ouais, aucun avis là-dessus. Aucun avis. Je pense que les calculs sont tellement déjà approximatifs auparavant bon, les points thermiques, oui, effectivement, mais là, par exemple, pour cette maison, effectivement, les gars nous ont dit, ouais, de toute façon, les fenêtres, c'est des fenêtres sans rupture de pont thermique, donc c'est pas bon.
Mais est-ce que ça a vraiment beaucoup d'importance ou pas sur en fait les calculs qu'on va faire par derrière? Je sais pas. Mais j'ai certainement oui, mais j'ai aucune qualification là-dessus. Ok, merci, merci Olivier. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autres nouvelles questions soit sur le chat, soit sur les questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas Ouais, à nous poser des questions. Pour l'instant, pas de nouvelles questions. très bien. Ok. Bah, je crois que merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que si l'enregistrement a bien fonctionné, on va attendre que l'enregistrement se finisse, sans code. Et dès qu'on l'a disponible, on le met sur YouTube et on vous met un mail avec le lien et puis le PDF des documents sur le DPE qu'on vous montrait. Ouais, il y aura le détail des calculs pour l'avant-après au niveau de la méthode. Voilà, bah, j'espère que ça a répondu à vos questions. Là, les gars sont en attente du cultivateur, l'agriculteur, qui amène sa vieille benne pour venir chercher le schiste. Et du coup, là, ils sont un peu emmerdés parce que du coup, s'ils creusent plus longtemps, ils vont creuser leur trou parce qu'ils vont être entourés de terre et du coup, ça va pas le faire. Voilà. OK? Ok, Bon, bah, très bien. Merci beaucoup à tous. Moi, j'ai fermé, Antoine, j'ai fermé la session de mon côté pour s'assurer que l'enregistrement se fait bien. OK, parfait. à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.